Dans une petite église de la banlieue parisienne, l'harmonie d'un dimanche matin était brisée par les pas lourdes d'un policier raciste. L'officier Pierre Lambert, convaincu de sa mission, accuse à tort le père Jean Dubois, un prêtre noir, d'activités illégales. Mais la vérité, tel un rayon de lumière divine, éclaire les ombres du préjugé, transformant d'une confrontation en une leçon d'humanité. Préparez-vous à une histoire captivante de foi, de défi et de rédemption, dans une France où la diversité rencontre parfois la méfiance, mais où l'espoir peut naître des rencontres les plus inattendues. L'église Sainte-Luce, nichée dans un quartier paisible aux abords de Paris, baignait dans une lumière douce, filtrée par les vitraux multicolores, qui ornaient ses murs. Les fidèles, réunis pour la messe dominicale, venaient de chanter un dernier cantique, leur voix résonnant encore sous la voûte élégante de l'édifice. À la chaire, le père Jean Dubois, un homme de 55 ans aux manières posées, prononçait la prière finale avec une voix chaude et profonde, empreinte d'une sérénité qui captivait l'assemblée. Vêtu de ses habits liturgiques blancs, il incarnait une autorité douce, mêlée d'une chaleur humaine qui inspirait confiance. Depuis son arrivée dans la paroisse, 11 mois plus tôt, Jean avait su tisser des liens étroits avec sa communauté, un mélange éclectique de jeunes familles, de retraités et de nouveaux arrivants, tous attirés par son charisme tranquille et son engagement sincère. Alors que la messe touchait à sa fin, Jean descendit de l'autel, échangeant des poignées de main chaleureuses et des sourires bienveillants avec les paroissiens qui s'apprêtaient à quitter l'église. Parmi eux, Sophie, une mère célibataire d'une trentaine d'années, tenait fermement la main de son fils Antoine, un garçon de 10 ans aux yeux pétillants de curiosité. Non loin, Henri, un vieil homme au visage buriné par les années, discutait avec Marie, une paroissienne dynamique d'une quarantaine d'années, connue pour son franc-parler et son dévouement à la communauté. L'atmosphère était empreinte d'une paix presque sacrée, un moment suspendu où l'on pouvait croire en un monde d'harmonie et de fraternité. Mais cette quiétude fut soudain brisée par le bruit lourd de pas sur le carrelage ancien de l'église. Pierre Lambert, un officier de police aux épaules larges et à la démarche assurée, fit irruption dans le sanctuaire, son uniforme impeccable contrastant avec la tension qu'il dégageait. Ses lunettes et noires masquaient son regard, mais sa mâchoire serrée et sa posture rigide trahissaient une détermination froide. Il n'était pas là pour prier, cela était évident. Les fidèles s'immobilisèrent, leurs murmures s'éteignant comme une chandelle soufflée par le vent. Jean, qui serrait encore la main d'un paroissien, tourna lentement la tête vers l'intrus. « Père Dubois » lança Pierre d'une voix glaciale, presque accusatrice, coupant court aux derniers échos de la messe. Jean, sans perdre son calme, répondit avec un sourire discret, ses yeux scrutant l'officier avec une curiosité mesurée. « Oui, officier. En quoi puis-je vous aider » Sa voix, douce mais ferme, portait une autorité naturelle qui contrastait avec l'agressivité contenue de Pierre. Ce dernier, sans ôter ses lunettes, balaya l'église du regard, comme s'il s'attendait à découvrir un secret caché derrière les bancs ou sous l'autel. « Nous avons reçu des signalements d'activités suspectes dans cette église, déclara-t-il, son ton chargé d'une méfiance palpable. Puis-je vous poser quelques questions ? Jean inclina légèrement la tête, son sourire ne vacillant pas, bien qu'il perçût la tension dans l'attitude de l'officier. Bien sûr, répondit-il, mais puis-je savoir de quel type d'activité vous parlez ? Pierre ne répondit pas immédiatement. Son regard glissa lentement sur Jean, notant sa peau sombre, ses vêtements sacerdotaux impeccables, puis se posa sur les paroissiens encore présents. Sophie serra la main d'Antoine un peu plus fort, tandis que Marie, discrètement, sortit son téléphone portable et commença à enregistrer la scène, sentant que l'échange risquait de dégénérer. « Ici est votre église » demanda Pierre, une pointe de suspicion dans la voix, comme si la présence de Jean à cet endroit était en soi une anomalie. « Oui » répondit Jean avec une assurance tranquille. « Je sers cette paroisse depuis 11 mois. » Pierre croisa les bras, son attitude défiant presque le prêtre. « Intéressant, dit-il, le mot chargé d'un sous-entendu. On nous a signalé des réunions tardives, des rassemblements inhabituels. Vous savez quelque chose à ce sujet ? » Un murmure de surprise et d'indignation parcourut l'assemblée. Sophie chuchota à Antoine de rester près d'elle, tandis qu'Henri, le vieil homme, fronça les sourcils, ses mains tremblantes de colère contenue. Jean, sentant la tension monter, répondit avec une pointe d'humour,
une stratégie pour désamorcer l'hostilité, des réunions tardives? Officier, ceci est une maison de Dieu. Nos portes sont toujours ouvertes. Les gens viennent ici pour prier, chercher du réconfort ou trouver la paix dans des moments difficiles. Vous souhaitez peut-être vous joindre à nous un soir? Pierre serra les mâchoires, visiblement peu amusé par la réponse. Je ne suis pas venu pour un sermon, père, rétorqua-t-il sèchement. Allons droit au but. On nous a signalé des individus correspondant à certaines descriptions. Il appuya sur le mot « certaines » et le sous-entendu était clair pour tous. Jean haussa un sourcil, son calme intact mais son regard plus perçant. Des descriptions spécifiques? Vous parlez de la couleur de peau, officier? Pierre se raidit, son visage restant impassible derrière ses lunettes noires. Je n'ai pas dit ça, répondit-il, sur la défensive. Vous n'aviez pas besoin de le dire, rétorqua Jean, sa voix douce mais tranchante comme une lame. Il s'avança d'un pas, sans agressivité, mais avec une présence qui imposait le respect. Cette église accueille tout le monde, officier. Si quelqu'un était mal à l'aise avec les personnes qui franchissent en ses portes, cela en dit plus sur lui que sur nous. Un silence tendu s'installa, si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Pierre ôta enfin ses lunettes, révélant des yeux verts perçants qui scrutèrent Jean avec intensité. « Je fais juste mon travail, dit-il, son ton plus défensif qu'auparavant. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. » Jean, imperturbable, ouvrit les bras dans un geste d'ouverture. « Dans ce cas, fouillez l'église, officier. Cela apaisera-t-il vos inquiétudes ?» Pierre sembla déstabilisé un instant, comme si l'assurance de Jean le prenait au dépourvu. Son regard se posa alors sur Antoine, qui se tenait près de sa mère, ses grands yeux innocents levés vers lui. Pierre s'attarda un peu trop longtemps, et Sophie, instinctivement, tira son fils plus près d'elle, un geste protecteur qui n'échappa à personne. « Vous êtes sûr qu'il n'y a personne ici qui ne devrait pas être là ?» demanda Pierre, sa voix lourde d'insinuation, comme s'il cherchait à provoquer une réaction. Jean, les mains jointes devant lui, répondit avec une fermeté nouvelle, sa voix résonnant dans le sanctuaire. « Officier, dans la maison de Dieu, tout le monde a sa place. Il serva. » Pierre laissa échapper un rire sec, presque méprisant. « C'est une belle idée, père, mais ouvrir vos portes à n'importe qui, c'est chercher des ennuis. » Son regard revint sur Antoine, provoquant un frisson dans l'assemblée. Marie, son téléphone toujours en main, murmura à Henri. « Il va trop loin. Cet homme n'a aucun respect. » Henri hocha la tête, ses yeux lançant des éclairs. Jean, sentant la tension atteindre un point critique, déclara calmement mais avec une autorité indéniable. « Si vous avez une accusation précise, énoncez-la clairement. Sinon, cessez d'insinuer des choses sur les gens de cette église. » Pierre se pencha légèrement, un sourire narquois aux lèvres. « Je ne débat pas de théologie, père. On m'a signalé un homme noir, grand, qui rôde ici la nuit. Ça vous rappelle quelqu'un ?» Un murmure choqué parcourut l'église, comme une vague déferlant sur la foule. Henri s'avança, sa voix tremblante de colère. « Vous n'avez aucun droit d'accuser le père Dubois. Il n'a fait que du bien pour cette communauté. » Pierre le fusilla du regard, sa main se crispant sur sa ceinture. « Écartez-vous, monsieur. Ça ne vous concerne pas. » « Oh, mais si » intervint Jean, sa voix portant d'une autorité tranquille qui fit taire les murmures. « Cela concerne tout le monde ici, car vous ne mettez pas seulement en doute ma personne, officier. Vous mettez en doute notre foi, notre unité et notre dignité. » Pierre leva les yeux au ciel, exaspéré. « Assez, père. Allez-vous coopérer, ou dois-je passer à l'étape supérieure ?» Jean, avec un sourire presque provocateur, répondit sans hésiter. « Allez-y, officier. Passez à l'étape supérieure. Appelez des renforts, fouillez chaque banc, chaque livre de cantiques, chaque chandelle. Mais quand vous n'aurez rien trouvé, j'attends des excuses publiques, non seulement pour moi, mais pour toute ma communauté. »
Un silence stupéfait s'abattit sur l'église. Pierre, visiblement déconcerté, hésita, sa main planant au-dessus de sa radio. Fouiller une église pleine de familles, d'enfants et de personnes âgées attirerait une attention indésirable, et il le savait. Les murmures des fidèles s'intensifièrent, et Marie, son téléphone toujours en main, lança d'une voix forte. « Tout est enregistré, officier, si vous voulez aggraver les choses, tout Paris le verra. » Pierre, acculé, sentit la pression monter. Il sortit un petit carnet de sa poche, son visage crispé. « Très bien, Père Dubois. Nom et pièce d'identité, dit-il, son ton défiant. » Les fidèles retinrent leur souffle, certains échangeant des regards choqués. Sophie murmura à Antoine, « Ne t'inquiète pas, mon chéri. » Henri, dans le fond, marmonna, « C'est une honte. » Jean, sans perdre son sang-froid, sortit lentement son portefeuille et le tendit à Pierre. « Voici mon identité, dit-il, sa voix calme mais teintée d'une pointe d'incrédulité. Mais avant que vous ne l'ouvriez, j'ai une question. » Pierre, tenant le portefeuille, fronça les sourcils. « Quoi ? Pourquoi êtes-vous vraiment ici, officier ? » demanda Jean, son regard perçant. « Vous êtes entré dans une église, interrompu un service, sans la moindre preuve. Que cherchez-vous exactement ? » Pierre hésita, puis ouvrit le portefeuille, lisant le nom à haute voix. Jean Dubois. Il rendit le portefeuille et à contre-cœur, marmonnant. Ça semblait en règle. Pas tout à fait. Répondit Jean, un sourire subtil aux lèvres. Vous voulez voir ce qu'il y a derrière ces portes ? Il désigna le couloir menant aux salles annexes de l'église. Les protestations des fidèles s'élevèrent, mais Jean leva une main pour les calmer. Allez-y, officier. Mais faites attention à ce que vous allez trouver. Pierre, déterminé à ne pas perdre la face, s'engagea dans le couloir, ouvrant les portes une à une avec une assurance feinte. Il ne trouva que des piles de livres de prière, des robes de chœur soigneusement pliées et des boîtes de bougies. Puis, il s'arrêta devant une porte entr'ouverte, d'où s'échappait une lumière tamisée et une légère odeur de café. Il poussa la porte et se figea. À l'intérieur, une petite pièce contenait des couvertures soigneusement empilées, des provisions alimentaires et une table où trônait une cafetière fumante. Deux hommes étaient assis là, l'un, âgé, frêle, avec des cheveux gris et un visage marqué par les épreuves, l'autre, plus jeune, vêtu de vêtements usés, tenant une tasse de café comme à un trésor. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Pierre, déconcerté, sa voix perdant de son assurance. Jean, apparu dans l'embrasure de la porte, répondit avec un calme inébranlable, « C'est notre programme d'aide, officier. Chaque soir, cette église ouvre ses portes à ceux qui n'ont nulle part où aller. » Pierre, figé sur place, réalisa que ces hommes n'étaient pas des criminels, mais des âmes en quête de chaleur, de compassion et d'un refuge. Pour la première fois depuis son entrée dans l'église, son regard trahit une lueur d'incertitude. Derrière lui, les fidèles, massés dans le couloir, observaient en silence, attendant la suite. Marie, son téléphone toujours en main, chuchota à Sophie, « Il commence à comprendre. » Henri hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Jean, les mains croisées, fixa Pierre avec une intensité tranquille. « Alors, officier, qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, sa voix portant une invitation implicite à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir. Pierre, sans répondre, baissa les yeux, son assurance s'effritant face à la vérité qu'il venait de découvrir. Dans une petite pièce à l'arrière de l'église Saint-Luce, Pierre Lambert, officier de police, se retrouve face à une vérité inattendue, l'église qu'il soupçonnait d'activités illégales abrite en réalité un refuge pour les sans-abri. Le père Jean Dubois, avec une patience infinie et une foi inébranlable, l'invite à s'asseoir, à boire un café et à écouter les histoires de ceux qu'il a jugés sans les connaître. Ce moment, chargé d'humanité, marque le début d'une remise en question profonde, non seulement pour Pierre, mais pour toute une communauté parisienne où les préjugés, parfois, éclipsent la compassion.
Préparez-vous à une histoire où l'écoute et que la vérité commencent à fissurer les murs de la méfiance, dans une France où l'espoir peut naître des rencontres les plus humbles. La petite pièce à l'arrière de l'église Saint-Luce était baignée d'une lumière douce, émanant d'une lampe suspendue au plafond bas. L'odeur du café fraîchement préparé emplissait l'air, mêlée à celle des couvertures soigneusement pliées sur des étagères en bois. Pierre Lambert, toujours en uniforme, se tenait immobile près de la porte, son regard oscillant entre les deux hommes assis à la table et le père Jean Dubois, qui l'observait avec un calme presque surnaturel. Claude, un homme âgé aux cheveux gris clairsemés et au visage marqué par les années, serrait une tasse de café entre ses mains noueuses. À ses côtés, Amadou, un jeune homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un pull usé, fixait sa propre tasse, ses épaules voûtées trahissant une fatigue profonde. Derrière Pierre, les paroissiens s'étaient massés dans le couloir étroit, leurs murmures contenus formant un fond sonore discret mais chargé de tension. Sophie, tenant toujours la main de son fils Antoine, observait la scène avec une inquiétude mêlée d'espoir. Marie, son téléphone en main, continuait d'enregistrer, déterminée à ne rien manquer. Henri, le vieil homme à la voix tremblante, se tenait droit, ses yeux scrutant Pierre comme pour jauger sa prochaine réaction. Jean, sentant le poids du moment, s'avança lentement vers la table et posa une main sur l'épaule d'Amadou, un geste rassurant qui fit lever les yeux du jeune homme. « Officier Lambert, dit Jean, sa voix douce mais ferme, asseyez-vous. Prenez un café. Écoutez les histoires de ces hommes. Peut-être comprendrez-vous pourquoi cette église est bien plus qu'un simple bâtiment. » Pierre hésita, son regard passant de Jean aux deux hommes, puis à la cafetière fumante au centre de la table. Son instinct de policier, habitué à la méfiance et au contrôle, luttait contre l'invitation inattendue. Il était venu pour enquêter, pas pour fraterniser. Pourtant, quelque chose dans la voix de Jean, dans son assurance tranquille, le déstabilisait. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta, comme si s'asseoir à cette table signifiait franchir une frontière invisible. Je faisais juste mon travail, murmura-t-il, sa voix moins assurée qu'auparavant. Jean, sans se départir de son sourire, versa une tasse de café et la poussa doucement vers Pierre. Votre travail, officier, est de protéger et de servir, répondit-il, son ton dépourvu de reproches mais chargé d'une vérité implacable. Mais juger sans connaître, sans écouter, ce n'est pas servir. C'est condamner. Les mots de Jean, simples mais percutants, semblèrent à flotter dans l'air, suspendus comme une prière. Claude, l'homme âgé, releva la tête, ses yeux fatigués mais vifs fixant Pierre. J'étais boulanger, vous savez. Commença-t-il, sa voix rauque portant les cicatrices d'une vie difficile. J'avais une petite boutique à Montmartre, près de la basilique. On venait de loin pour mes croissants, mes pains au chocolat. J'ai servi des artistes, des politiciens, même un ministre une fois. Il esquissa un sourire triste. Puis une chute, une blessure au dos, et tout s'est écroulé. J'ai perdu ma boutique, ma maison, ma dignité. Cette église, c'est tout ce qui me reste. Pierre, mal à l'aise, baissa les yeux, ses doigts effleurant la tasse de café sans la saisir. Les paroles de Claude, empreintes d'une honnêteté brute, perçaient de son armure de policier. Il n'avait pas l'habitude d'écouter des histoires comme celle-ci, des récits qui donnaient un visage et une âme à ceux qu'il croisait dans ses patrouilles. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix féminine s'éleva depuis le couloir. Claire, une jeune bénévole de 25 ans aux cheveux châtains attachés en un chignon désordonné, s'avança timidement. « Père Jean, puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle, ses joues rosissant sous le regard des autres. Jean hocha la tête, l'encourageant d'un sourire. Claire prit une profonde inspiration et poursuivit, « J'ai rejoint ce programme après avoir perdu mon frère. Il était sans abri, vivant dans la rue près de la gare du Nord. Personne ne l'a aidé, personne ne l'a vu comme un être humain. Il est mort seul, dans le froid. » Sa voix trembla, mais elle continua. « Cette église, ce programme, c'est un refuge. C'est un espoir. Sans le Père Jean, sans des gens comme Claude et Amadou, je n'aurais jamais trouvé un sens à ma douleur. » Un silence ému s'installa. Sophie essuya discrètement une larme, tandis qu'Antoine, blotti contre sa mère, regardait Claire avec de grands yeux. Pierre, troublé, sentit une boule se former dans sa gorge.
Il n'avait jamais considéré les sans-abri comme des individus avec des histoires, des rêves brisés, des vies marquées par la perte. Pour lui, ils étaient des ombres dans les rues, des problèmes à gérer, pas des personnes à comprendre. J'ai reçu des ordres, balbutia-t-il, cherchant à se justifier. Mon supérieur m'a dit de vérifier des signalements. Je n'ai pas posé assez de questions. Marie, la paroissienne au téléphone, s'avança, son regard flamboyant. Des signalements? Basés sur quoi, officier? La couleur de la peau du père Jean? Vous devriez avoir honte. Sa voix, tranchante, fit sursauter Pierre, qui leva les mains en signe d'apaisement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Protesta-t-il, mais ses mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Les murmures des fidèles s'intensifièrent, un mélange d'indignation et de soutien pour Jean. Henri, le vieil homme, s'avança à son tour, sa canne claquant sur le sol. Vous parlez d'ordre, jeune homme, mais où est-ce votre cœur? Le père Jean a transformé cette paroisse. Il a donné un foyer à ceux qui n'en ont plus. Et vous venez ici avec vos accusations? Pierre, acculé, sentit la chaleur monter à son visage. Il n'avait pas prévu que son intervention provoquerait une telle réaction. Il était habitué à l'autorité, au respect automatique que son uniforme imposait. Mais ici, dans cette petite pièce, face à ces visages pleins de conviction, il se sentait vulnérable, exposé. Jean, sentant d'une opportunité, s'assit à la table, croisant les mains devant lui. Bon, que c'était ce qu'un que c'est. Officier? Dit-il, sa voix aussi douce qu'une prière, vous êtes entré ici avec des soupçons, mais maintenant, vous voyez des gens. Claude, Amadou, Claire. Ils ont tous une histoire. Voulez-vous l'entendre? Pierre hésita, son regard passant de Jean à Claude, puis à Amadou. Le jeune homme, qui avait jusque-là gardé le silence, releva les yeux, sa voix à peine audible mais empreinte de dignité. J'étais ingénieur au Mali, commença-t-il. J'ai étudié pendant des années, construit des ponts, des routes. Puis la guerre a tout détruit. J'ai fui, pensant trouver une nouvelle vie ici, en France. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est du mépris. On m'a refusé des emplois, des logements, parce que je ne ressemblais pas à ce qu'on attendait. Cette église, c'est le seul endroit où je suis vu comme Amadou, pas comme un problème. Les mots d'Amadou, simples mais lourds de vérité, frappèrent Pierre comme un coup. Il pensa à toutes les fois où il avait détourné le regard devant un sans-abri, où il avait assumé le pire sans chercher à comprendre. Claude, sentant l'émotion dans la pièce, ajouta avec un sourire triste. Officier, savez-vous ce que c'est de dormir dehors, sous la pluie, sans savoir si vous survivrez à la nuit? Ici, je ne suis pas juste un sans-abri. Je suis Claude, un homme avec une histoire. Pierre, pour la première fois, prit la tasse de café devant lui, ses doigts tremblant légèrement. Il ne savait pas quoi répondre, mais il sentait que quelque chose en lui commençait à changer. Les paroles de Claude et d'Amadou, la sincérité de Claire, la foi inébranlable de Jean, tout cela perçait les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Les paroissiens, massés dans le couloir, observaient en silence, leurs regards oscillant entre méfiance et d'espoir. Sophie murmura à Antoine, « Tu vois, parfois, même les gens qui se trompent peuvent apprendre. » Marie, son téléphone toujours en main, hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Il commence à comprendre, chuchota-t-elle à Henri, qui acquiesça, ses yeux brillants. Jean, sentant que le moment était crucial, se pencha légèrement vers Pierre. « Vous ne saviez pas, officier, parce que vous n'avez pas cherché à savoir. » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Vous avez assumé le pire, basé sur des préjugés. Mais il n'est pas trop tard pour changer. Asseyez-vous. Écoutez. Laissez ces histoires vous montrer ce que cette église représente. » Pierre, déchiré entre sa fierté et la vérité qu'il découvrait, fixa la tasse de café. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, et il hocha lentement la tête. « D'accord, murmura-t-il, sa voix rauque, presque brisée. Je vais écouter. » Un soupir collectif parcourut l'assemblée, comme si la pièce entière relâchait une tension longtemps retenue. Jean, avec un sourire encourageant, versa une autre tasse de café et la posa devant Claude.
Bienvenue, officier, dit-il, sa voix empreinte d'une chaleur sincère. Maintenant, parlons. Claire, les larmes aux yeux, s'assit à son tour, tandis qu'Amadou esquissa un sourire timide. Les fidèles, dans le couloir, échangèrent des regards pleins d'espoir, sentant que quelque chose d'important venait de commencer. Marie baissa son téléphone, satisfaite, mais garda l'enregistrement, consciente que cette histoire pourrait avoir un impact bien au-delà des murs de l'église Saint-Luce. Pierre, toujours mal à l'aise, s'assit enfin, le grincement de la chaise résonnant dans le silence. Il regarda Claude, puis Amadou, et pour la première fois, il ne vit pas des suspects, mais des hommes, des vies, des histoires. Jean, observant l'échange, sut que ce moment, aussi fragile soit-il, était le début d'un changement, non seulement pour Pierre, mais pour toute une communauté unie par la foi et la compassion. Dans une petite salle de l'église Saint-Luc, Pierre Lambert, officier de police, pose son képi et s'assoit parmi ceux qu'il soupçonnait injustement. Face à la vérité brute des récits de Claude et d'Amadou, il commence à voir au-delà de ses préjugés, guidé par la patience et la foi du père Jean Dubois. Cette rencontre, amplifiée par une communauté unie, devient un catalyseur pour une transformation profonde, non seulement pour Pierre, mais pour tous ceux qui en sont témoins. Dans une France où les tensions sociales persistent, cette histoire montre qu'avec de l'écoute, du courage et de la compassion, même les cœurs les plus fermés peuvent s'ouvrir à l'humanité. Préparez-vous à un récit émouvant où la rédemption et l'unité triomphent des divisions, dans une paroisse parisienne qui devient un symbole d'espoir. La petite pièce à l'arrière de l'église Saint-Luc semblait suspendue dans un moment de grâce fragile. La lumière tamisée de la lampe suspendue jetait des ombres douces sur les visages des personnes réunies autour de la table et en bois usé. Pierre Lambert, l'officier de police, était assis, mal à l'aise, sa tasse de café intacte devant lui. Ses mains, habituées à tenir une radio ou un carnet, reposaient incertaines sur la table, comme s'il ne savait pas quoi faire d'elles. En face de lui, Claude, l'ancien boulanger au visage buriné, le regardait avec des yeux vifs, empreints d'une sagesse acquise dans l'adversité. Amadou, le jeune ingénieur malien, serrait sa tasse, son regard oscillant entre méfiance et espoir. Le père Jean Dubois, assis à l'extrémité de la table, observait l'échange avec une sérénité qui semblait apaiser la tension dans la pièce. Derrière, dans le couloir étroit, les paroissiens formaient un cercle silencieux, leurs visages reflétant un mélange d'émotion et d'attente. Sophie, tenant toujours la main de son fils Antoine, murmurait des mots se rassurants à l'enfant, dont les yeux curieux ne quittaient pas Pierre. Marie, son téléphone toujours en main, continuait d'enregistrer, consciente que ce moment pouvait changer bien plus que l'atmosphère de cette petite pièce. Henri, le vieil homme à la canne, se tenait droit, un sourire discret aux lèvres, comme s'il pressentait un tournant. Amadou, après un long silence, prit la parole, sa voix basse mais empreinte d'une dignité tranquille. « J'ai étudié l'ingénierie à Bamako », commença-t-il, ses mots soigneusement choisis. « J'ai construit des ponts, des routes, des rêves pour mon pays. Puis la guerre a tout emporté. J'ai cru qu'en venant en France, je pourrais recommencer. Mais, ici, on m'a regardé comme un intrus, un étranger. On m'a refusé des emplois, des logements, juste à cause de ma peau. » Il marqua une pause, ses yeux rencontrant ceux de Pierre. « Cette église, c'est le seul endroit où je suis Amadou, pas un problème à résoudre. » Pierre, immobile, sentit une boule se former dans sa gorge. Les mots d'Amadou, simples mais lourds de vérité, ébranlaient les certitudes qu'il avait portées comme un bouclier. Il pensa à toutes les fois où il avait croisé des hommes comme Amadou dans les rues de Paris, les réduisant à des silhouettes anonymes, des menaces potentielles. Il n'avait jamais pris le temps de voir l'humain derrière l'apparence. Claude, sentant l'émotion dans la pièce, ajouta d'une voix rauque, « Vous savez, officier, j'ai fait des croissants pour des ministres, des artistes, à Montmartre. J'avais une vie, une famille. Une blessure m'a tout pris. Aujourd'hui, je dors dans la rue, mais ici, dans cette église, je suis Claude, pas juste un clochard. » Il esquissa un sourire triste. « Vous avez déjà eu faim, vraiment faim? Pas juste sauter un repas, mais cette faim qui vous ronge pendant des jours ?» Pierre tressaillit, incapable de répondre. Il baissa les yeux, ses mains serrant la tasse de café comme pour y puiser du courage. Jean, observant l'échange, intervint doucement. « Officier, vous êtes entré ici avec des soupçons.
Maintenant, vous voyez des gens, des histoires. C'est ça, le pouvoir de l'écoute. Avant que Pierre ne puisse répondre, une nouvelle voix s'éleva depuis le couloir. Élise, une jeune journaliste locale d'une trentaine d'années, entra dans la pièce, son sac à bandoulière glissant sur son épaule. Elle avait été alertée par un message de Marie, qui lui avait envoyé un extrait de l'enregistrement. « Ben Père Jean dit-il ? C'est-elle, sa voix ferme mais respectueuse, je filme depuis le début. Cette histoire doit être entendue. » Les fidèles murmurèrent, certains inquiets, d'autres excités par l'idée que cette confrontation puisse avoir un écho plus large. Pierre, nerveux, se raidit sur sa chaise. « Vous voulez faire un scandale ? » demanda-t-il, son ton trahissant une pointe d'angoisse. Élise secoua la tête, ses yeux brillants de détermination. « Non, officier. Je veux montrer un changement. Les gens doivent voir ce qui se passe ici, dans cette église. Ils doivent voir que la compassion peut triompher des préjugés. » Jean, avec un sourire serein, ajouta. « Laissez-la faire, officier. La vérité n'a rien à craindre de la lumière. » Les paroissiens hochèrent la tête, et Julien, un jeune homme d'une vingtaine d'années, bénévole occasionnel à l'église, s'avança à son tour. « Officier, pourquoi ne pas rester ?» proposa-t-il, sa voix teintée d'un mélange d'audace et de sincérité. « Aidez-nous. Venez voir ce que nous faisons vraiment. Vous verrez que le Père Jean ne cache rien, sauf peut-être un peu trop de café pour tout le monde. » Un rire léger parcourut l'assemblée, brisant momentanément la tension. Pierre, déchiré entre sa fierté et l'émotion qui montait en lui, sentit le poids des regards posés sur lui. Les paroles d'Amadou, de Claude, de Claire, et maintenant de Julien, s'entremêlaient dans son esprit, fissurant les murs de ses certitudes. Il pensa à son supérieur, qui l'avait poussé à agir vite, à ne pas poser de questions, à suivre les signalements sans réfléchir. Il pensa à toutes les fois où il avait obéi sans se demander pourquoi. Puis, dans un élan soudain, il se leva. « Je me suis trompé, dit-il, sa voix tremblante mais sincère. J'ai laissé mes préjugés guider mes actions. J'ai cru que j'agissais pour protéger, mais j'ai jugé sans savoir. Je vous présente mes excuses, à vous, Père Jean, à vous, Claude, Amadou, et à toute cette communauté. » Un murmure de surprise et de soulagement parcourut l'assemblée. Sophie essuya une larme, serrant Antoine contre elle. Henri hocha la tête, satisfait, tandis que Marie baissa son téléphone, un sourire triomphant aux lèvres. Élise, toujours en train de filmer, murmura « Ça, c'est une histoire qui va changer des choses. » Jean, avec une autorité calme, répondit. « Vos excuses sont acceptées, officier. Mais les mots doivent être suivis d'actes. Utilisez votre position pour construire des ponts, pas des murs. Servez avec compassion, pas avec suspicion. » Pierre, les yeux brillants, acquiesça lentement. « Je veux essayer, » murmura-t-il, sa voix à peine audible mais empreinte d'une détermination nouvelle. Les jours suivants, la vidéo d'Élise, partagée sur les réseaux sociaux, devint virale. Les images de Pierre, confronté à ses propres préjugés, puis s'asseyant humblement parmi les sans-abri, touchèrent des milliers de personnes à travers Paris et au-delà. Certains commentaires saluaient la compassion de Jean et la force de la communauté de Saint-Luce, tandis que d'autres critiquaient la police pour ses méthodes. Mais à l'église, l'impact était plus profond, plus intime. Pierre y revint quelques jours plus tard, non plus en uniforme, mais en civil, un pull bleu marine et un jean usé, comme pour se fondre dans la foule. Il apporta une boîte de croissants, un clin d'œil à Claude, et s'assit à nouveau à la table de la petite pièce. Cette fois, il écouta d'autres histoires, celle de Fatou, une femme d'origine sénégalaise qui avait fui un mariage forcé, celle de Michel, un ancien libraire ruiné par la crise. Chaque récit ajoutait une nouvelle couche à sa compréhension, une nouvelle fissure dans l'armure de ses préjugés. Julien, le jeune bénévole, l'accueillit avec un sourire. « Vous savez, officier, ici, on ne juge pas. On aide. Vous voulez donner un coup de main ce soir ? On sert la soupe à 19 h. » Pierre, hésitant, finit par hocher la tête. « D'accord. » dit-il,
un sourire timide apparaissant sur son visage. Ce soir-là, sous les vitraux colorés de l'église Saint-Luce, Jean organisa une prière commune, un moment de recueillement pour célébrer l'unité de la communauté. Il invita Pierre à se joindre à eux, et pour la première fois, l'officier, débarrassé de son uniforme et de son arrogance, se sentit appartenir à quelque chose de plus grand. Les fidèles, alignés sur les bancs, chantaient un cantique, leur voix s'élevant comme une offrande. Antoine, assis près de sa mère, leva les yeux vers Pierre et lui adressa un sourire innocent, comme pour dire qu'il était le bienvenu. Lorsque la prière s'acheva, les paroissiens applaudirent doucement, un geste discret mais sincère, un hommage à la transformation qu'ils avaient à tous partagée. Jean, regardant sa communauté, sourit avec une chaleur qui semblait illuminer la pièce. « Ici, nous ne jugeons pas, dit-il, sa voix résonnant sous la voûte. Nous accueillons. Et aujourd'hui, nous avons accueilli un changement. » Pierre, debout au fond de l'église, sentit une légèreté nouvelle dans son cœur. Il pensa à une phrase que son grand-père, un homme simple de la campagne normande, lui répétait souvent, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » Pour la première fois, il comprit ce que cela signifiait. En quittant l'église, il croisa le regard de Claude, qui lui tendit une tasse de café avec un sourire complice. « Revenez quand vous voulez, officier, dit-il. » Pierre hocha la tête, un engagement silencieux scellé dans ce simple geste. L'église Saint-Luce, autrefois un simple lieu de culte, était devenue un symbole d'unité et de rédemption. Pierre, désormais bénévole régulier, apprit à voir au-delà des apparences, à écouter avant de juger. Et à travers cette histoire, la communauté montra qu'avec du courage, de l'écoute et de la compassion, même les divisions les plus profondes peuvent être surmontées. Comme le Père Jean le disait souvent, citant un proverbe français, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. » Et cette rencontre, dans une petite église parisienne, avait changé des vies, une tasse de café à la fois. Cette histoire dans l'église Saint-Luce, où le Père Jean Dubois confronte les préjugés de l'officier Pierre Lambert, est une leçon d'humanité et de compassion qui résonne profondément dans le contexte français, où la diversité et l'unité sont des valeurs chères mais parfois mises à l'épreuve. Ce récit m'a touché par sa capacité à montrer que le changement est possible, même dans les cœurs les plus fermés. La patience et que la dignité de Jean, face à l'accusation injuste, incarnent une force tranquille qui reflète l'idéal français de dialogue et de respect. Les histoires de Claude et Amadou, pleines de douleur mais aussi d'espoir, rappelaient que chaque individu porte une histoire unique, souvent ignorée par les jugements hâtifs. Ce qui m'a marqué, c'est que la manière dont Jean transforme une confrontation en une opportunité de compréhension mutuelle, un principe cher à la culture française, où le débat et l'écoute sont au cœur des échanges. La leçon que je retiens est simple mais puissante, l'écoute peut briser les murs du préjugé. Dans la vie quotidienne, cela m'inspire à prendre le temps de comprendre avant de juger, que ce soit dans une discussion avec un collègue, une rencontre dans le métro parisien ou un échange avec un voisin. En France, où les tensions sociales peuvent surgir, adopter cette approche, poser des questions, écouter avec empathie, peut créer des ponts là où il y avait des divisions. Cette histoire m'encourage à m'impliquer dans des initiatives communautaires, comme celle de Saint-Luce, pour soutenir les plus vulnérables et promouvoir une société plus inclusive. Pour conclure cette vidéo, si cette histoire vous a touché, je vous invite à agir. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à ouvrir leur cœur, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Comment cette histoire vous inspire-t-elle à changer votre regard sur les autres? Ensemble, faisons de chaque rencontre une opportunité de construire un monde plus juste et plus humain.